Nous allons maintenant entrer dans le cœur de ce webinaire qui vous est entièrement dédié. En tant que conjoint de la communauté défense, que vous soyez conjoint de militaires, de gendarmes ou de civils de la défense. Alors nous le savons, votre parcours professionnel est souvent lié aux mutations de votre conjoint militaire ou civil de la défense. Ces mutations peuvent être synonymes d'opportunités, mais aussi et parfois de rupture. Des questionnements, être synonyme d'opportunité et parfois de questionnement, de rupture ou de réorientation. C'est précisément pour répondre à ces enjeux que ce webinaire a été conçu. Dorothée, Sophie et moi-même, qui vont me rejoindre maintenant sur cette petite scène, allons vous accompagner durant toute la durée de ce webinaire. À tour de rôle, nous allons nous présenter à vous. Dorothée, si tu me le permets, je te passe la parole pour que tu puisses te présenter. Merci Valérie. Bonjour, Dorothée, capitaine de corvette de réserve. Je suis responsable de la communication de Famille des Armées. Famille des Armées, ça n'est pas que le site qui héberge aujourd'hui cette visioconférence. C'est un site d'information, un réseau social qui est ouvert à toute la communauté défense. Donc que vous soyez militaire, d'actif, de réserve, parents, ressortissants, conjoints, c'est le site où vous trouverez toutes les informations à portée de clic. Merci beaucoup Dorothée pour la présentation faite. Alors Valérie Bedeau, référent national sur la démarche fidélisation 360 et plus spécifiquement sur l'emploi des conjoints. Mon rôle est simple, il est de faire le lien entre les orientations nationales, le terrain et les acteurs institutionnels que vous verrez tout au long de ce webinaire, qui vous accompagnent comme le ministère de l'Éducation nationale, France Travail, les associations et leurs partenaires. Je m'appuie pour cela sur un réseau de référents régionaux plan famille que je tiens d'ailleurs à remercier tout particulièrement, au nombre de 5 et présent dans les 5 régions de défense mobilité, du nord au sud, en passant par l'Île-de-France et par l'Outre-mer. Notre objectif commun à tous et à toutes est de rendre cet accompagnement clair et plus efficace. Sophie, je te laisse la parole. Bonjour à tous, alors moi je suis Sophie Duguet et je suis l'adjointe au chef de pôle défense mobilité pour l'Île-de-France, l'Outre-mer, l'étranger et depuis le 1er janvier de l'Eure et de la Seine-Maritime. Dorothée, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots comment est née la synergie entre défense mobilité et Famille des Armées? Merci Valérie. Alors la synergie, en fait Famille des Armées, je vous l'ai dit, c'est un outil à disposition de la communauté défense. Et je vais d'abord vous expliquer un peu comment ça fonctionne pour ceux qui ne connaissent pas. Famille des Armées, c'est un système d'information. C'est pas un 15e, 20e système d'information. C'est un système d'information sur lequel vous allez trouver un portail national avec toutes les informations utiles, que ce soit le logement, la mutation, la garde d'enfants, les aides sociales ministérielles, etc. Tout ça se trouve sur le portail national et en lien avec les cellules de la condition du personnel des 3 armées, les délégations des services. Donc on travaille depuis bien longtemps avec Défense Mobilité. Et puis, par ailleurs, vous allez trouver votre portail, votre site d'unité de base, quelle que soit la couleur d'appartenance ou l'uniforme de votre conjoint. Vous allez trouver aussi des portails qu'on appelle territoriaux, par base de défense. C'est aussi un réseau social. Et sur ce réseau social, on peut d'abord trouver une information fiable et vérifiée. On peut poser ses questions et on peut y trouver des réponses. Dans ce cadre-là, nous étions dans les préparatifs de l'Observatoire des conjoints et une idée lumineuse nous est apparue que de réitérer, certes, ce format de webinaire pour la 3e, je crois, année pour DefMob, mais de le faire en collaboration avec Famille des Armées. Merci beaucoup Dorothée pour ton propos. Je vous propose dès à présent de vous présenter ce webinaire et de rentrer un peu plus en détail dans sa présentation. Alors en ce qui concerne le déroulé de ce webinaire, il sera à la fois dense et rythmé comme vous pouvez le voir à l'écran. Nous aurons le plaisir d'accueillir plusieurs partenaires et associations et nous les remercions pour la collaboration faite autour de cette thématique. France Travail interviendra sur les questions liées au droit au chômage. Nous aurons également le ministère de l'Éducation nationale sur la convention d'appui à la mobilité établie entre le ministère des Armées et le ministère de l'Éducation nationale. Nous accueillerons aussi le service des ressources humaines civiles du ministère qui viendra nous parler et vous parler surtout d'un dispositif encore peu connu, la double mutation. Nous aurons l'opportunité aussi d'accueillir la direction du service national de la jeunesse sur les emplois de réserve qui pourraient vous être offerts.
Vous aurez aussi l'opportunité d'aller à la rencontre des services d'aller à la rencontre, de la présentation de l'offre de services de défense mobilité avec un focus fait sur l'outre-mer et l'étranger. Enfin, et en toute fin de séance, nous aurons l'opportunité de parler de la valorisation des acquis de l'expérience et de l'accompagnement à la création d'entreprises. Autrement dit, quelle que soit votre situation vis-à-vis de l'emploi, que vous soyez en recherche d'emploi, en création d'entreprise ou en reprise d'entreprise, dans une démarche de validation des acquis de l'expérience, agent civil agent civil ou salarié du privé, ce webinaire s'adresse à vous. Son objectif est de vous présenter concrètement l'offre de services de défense mobilité et de vous donner une vision claire des dispositifs et des acteurs qui contribuent à votre employabilité. Mais au-delà des dispositifs institutionnels tels que Famille des Armées, il existe aussi des acteurs engagés à vos côtés au quotidien. Être conjoint de militaires ou de personnel civil, c'est souvent devoir s'adapter, se réinventer et se reconstruire. Et dans ces moments-là, le collectif joue un rôle essentiel. Il existe des associations engagées qui œuvrent au quotidien pour vous accompagner, vous soutenir et surtout créer du lien. Dorothée, je te laisse la parole pour que tu puisses présenter l'association qui nous fait l'honneur aujourd'hui d'être à nos côtés. Merci Valérie. Madame Rivet, si vous voulez venir jusqu'ici. Merci. Madame Rivet, chère Valentine, merci de nous rejoindre aujourd'hui et merci d'être là pour représenter le réseau Women Force. Alors, on se connaît un peu, donc on va se tutoyer, ça va être plus simple. Parfait. Alors, Valentine, est-ce que tu pourrais commencer par nous présenter un peu Women Force ? Alors, Women Forces, c'est le premier et seul réseau professionnel pour les conjointes de militaires. C'est initialement un réseau créé de manière spontanée en 2017, qui est devenu association en 2020 et qui est partenaire de Défense Mobilité. Women Forces est constitué de environ 6000 personnes qui nous suivent sur les réseaux, mais aussi 23 antennes en métropole et en outre-mer et 80 bénévoles qui permettent à ce réseau de fonctionner. Merci Valentine. Alors, est-ce que vous pourriez nous préciser un peu votre rôle, vos missions, vos projets, et notamment les projets dans le cadre de la mutation ? Alors, la mission de Women Forces, c'est d'accompagner et d'encourager les conjointes de militaires dans leur parcours professionnel et de les aider à avoir un parcours épanouissant malgré les contraintes liées aux suggestions de leurs conjoints militaires. Pour ce faire, on travaille avec 3 axes. Le premier, c'est l'employabilité et l'entraide professionnelle. Donc, on organise des after-work sur tout le territoire. On a un programme de coaching sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Nous organisons aussi des webinaires thématiques. On partage des offres d'emploi comme tous les réseaux professionnels et on participe aux salons professionnels, notamment celles à l'invitation de Défense Mobilité qui sont organisées sur le territoire. Le second axe, pour nous, il s'agit de travailler sur la valorisation des compétences et l'impact du parcours professionnel sur les revenus des conjointes. Et donc, on va pour cela sensibiliser des entreprises, nouer des partenariats dans le secteur public et dans le secteur privé pour valoriser les profils des conjointes de militaires et faciliter leur accès à l'emploi. Le troisième axe sur lequel nous travaillons, c'est l'amélioration de la situation des conjointes. Et pour ce faire, on échange très régulièrement avec les institutions qui nous invitent, notamment à travers l'Observatoire des conjoints, les consultations du ministère et en collaboration avec Défense Mobilité encore. Merci beaucoup. Et de manière un peu plus concrète, est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus sur le maillage territorial? Dans quelle ville on dispose d'antennes? Alors, j'aurais du mal à vous les citer toutes de tête, mais Women Forces est très présente à Brest, à Toulon, à Lille, à Strasbourg, Paris, Lyon, Marseille qui a ouvert cette année, La Réunion. Il y a une antenne en Nouvelle-Calédonie, Bordeaux, non pas Montpellier encore.
en fait, Women Forces est présente et ouvre des antennes là où il y a une expression de besoin. Nous sommes, je vous le disais, 100% bénévoles, et en fait, c'est à l'initiative de certaines d'entre nous qui manifestent leur intérêt et leur envie de s'engager et de créer un réseau que nous accompagnons l'ouverture d'antennes et que se nouent des relations entre les femmes et les conjointes de militaires sur le territoire. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, on est plutôt consacré sur la mutation. Et donc, dans le cadre de la mutation, quelle est la plus-value? Qu'est-ce que vous proposez? Vous parliez tout à l'heure de coaching. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? En ce qui concerne la mobilité et la mutation, c'est vrai que c'est un enjeu qui revient assez régulièrement pour certaines d'entre nous. Comment rebondir, parfois se reconvertir, souvent réussir à allier vie professionnelle et la réinstallation de toute une famille. On propose plusieurs choses et précisément dans le cadre pour celles qui vont avoir à déménager cet été, je mettrai en avant 3 propositions. La première, c'est le programme de coaching que Women Forces propose. Il se compose de 2 parties. Grâce à notre partenariat avec les coachings du cœur, il y a un accompagnement, un coaching individuel qui répond aux besoins que la Women Forces va définir, et elle sera accompagnée par un coach professionnel certifié. Vous trouverez plus d'informations, notamment sur notre site internet. La seconde proposition du programme de coaching, ce sont des ateliers collectifs pour lesquels nous avons développé un catalogue. Cet axe-là, ce programme-là, il est développé grâce au soutien de la CNMSS, qui nous soutient depuis plus de 3 ans maintenant, et qui permet de financer des ateliers de coaching avec des coachs professionnels à la demande des Women Forces qui sont en région, donc il faut se rapprocher de son antenne, sur des sujets de développement professionnel et personnel. Ça permet notamment aux femmes qui n'ont pas travaillé depuis longtemps ou qui n'ont jamais travaillé et souhaitent se reconvertir ou se questionnent sur quoi et comment faire, ce qu'elles valent, de progresser, de mettre un pied à l'étrier. La seconde proposition que je mettrai en avant avec en vue de cette mobilité qui approche, c'est comme un questionnaire. Nous avons un partenariat encore avec une entreprise, cette fois-ci dans le privé, qui s'appelle Trimoji. Et c'est un test de profil de compétences comportementales, autrement appelé les soft skills. Ce test se fait de manière assez rapide, en 15-20 minutes. Il est un peu en équivalent des grands tests connus comme le DISC, MBTI. Et il permet très rapidement de connaître son profil comportemental et donc quoi mettre en avant et dans son CV et auprès d'un employeur et comment mieux comprendre comment on se comporte dans une équipe. Donc, c'est un atout professionnel. Et on a évidemment beaucoup de chance d'offrir à Women Forces, grâce à ces partenariats, l'accès aux tests avec des tarifs extrêmement privilégiés par rapport au prix du marché. Et mon dernier conseil, j'en ai presque fini, mon dernier conseil, c'est de vous rapprocher de l'antenne dans la ville dans laquelle vous allez arriver. Et ça, vous pouvez nous contacter sur le site internet, tout simplement. Oui, ça allait être ma question. Merci. Donc, vous l'aurez compris, si vous ne connaissez pas, Women Force, c'est un réseau d'entraide professionnelle. Vous les retrouverez sur tous les réseaux sociaux, avec une boîte à outils accessible et avec des propositions qui peuvent vous accompagner en complément, bien sûr, de l'offre Défense Mobilité pour vous apporter des outils accessibles au profit de votre employabilité. Merci Valentine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Rivet. Et parce que rien ne parle mieux que l'expérience vécue, je vous propose de découvrir le témoignage de Charlotte. Charlotte est une conjointe qui a pu bénéficier de l'accompagnement de Défense Mobilité lors d'une mutation à l'étranger, et plus précisément aux Émirats Arabes Unis. Je vous laisse visionner sa vidéo. Charlotte, conjointe de militaire et également directrice de clientèle chez LuxRH. J'ai eu connaissance de Défense Mobilité pendant qu'avec mon mari nous étions à l'étranger à la suite d'une de ces mutations. L'idée pour l'action sociale des armées était de mettre en place conjointement avec Défense Mobilité
des ateliers à destination des conjoints de militaires qui souhaitaient faciliter cette future transition professionnelle. Avant de rencontrer Défense Mobilité, je n'avais pas un, mais 1000 projets professionnels, tout autant de casquettes que j'avais, c'est-à-dire juriste, chef de projet, la restauration, donc voilà, une palette multiple de projets professionnels, mais je n'arrivais pas à affiner. Et je faisais énormément de recherches sur Internet pour trouver mon futur emploi, mais sans arriver à me limiter dans mes recherches. L'accompagnement de Défense Mobilité, je dirais qu'il m'a aidée sur 3 pans. Le premier, c'est d'avoir été prise en charge, vraiment cet accompagnement à l'XRH qui permet de se mettre en mouvement. Le deuxième a été la transposition de mes compétences. J'ai un existant, je n'arrivais pas à le valoriser pour justement concrétiser un projet professionnel. Et donc forcément, mon troisième apport de l'accompagnement, ça a été le fait de verbaliser, mettre des mots sur un projet professionnel défini. Le moment décisif, pour moi, je pense que ça a été le premier maillon de la chaîne. Ma conseillère Défense Mobilité m'a prescrit l'accompagnement à l'XRH. C'est également donc ma conseillère qui a su que j'avais ce besoin d'accompagnement par des professionnels expérimentés pour justement me permettre à la fois d'affiner mon projet professionnel et de me mettre en mouvement à la recherche d'un emploi. Après 1 an et demi en tant que directrice de clientèle chez l'XRH, je me sens épanouie. J'ai un métier qui a du sens et qui fait du sens pour moi. Et un métier surtout où toutes les facettes que je n'arrivais pas à valoriser sont pleinement exploitées et dans lequel j'apprends énormément et dans lequel également ma place de conjointe militaire a tout autant d'impact pour les autres conjoints militaires que nous pouvons accompagner, puisque justement, je peux me mettre à leur place, ayant connu chacune des transitions qu'ils peuvent rencontrer aussi. Nous remercions Charlotte pour ce témoignage qui montre qu'il est possible de rebondir même dans des contextes exigeants. Et justement, au-delà des parcours classiques, d'autres formes d'engagement peuvent être aussi envisagées. Nous allons maintenant découvrir les opportunités proposées par la direction du Service national de la jeunesse, notamment au travers de la réserve. Dorothée, je te laisse la parole pour que tu puisses enchaîner sur la partie réserve avec la colonelle. Merci, colonel, bonjour. Est-ce que je vais vous laisser attraper le micro, ce sera plus facile. Oui. Bonjour à vous, merci pour votre invitation. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter déjà dans un premier temps, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc, lieutenant-colonel Borvo Morgane, je suis chargée de mission au sein de la direction du service national et de la jeunesse pour développer la réserve et notamment l'embauche des animateurs encadrants pour la nouvelle journée la nouvelle JDC, journée défense et citoyenneté que doivent réaliser nos jeunes de 17 à 25 ans. Merci beaucoup. Alors effectivement, on vous a invité aujourd'hui pour que vous nous présentiez cette offre et cette ouverture, 1500 postes de réservistes. Alors j'ai une petite série de questions, pardonnez-moi. La première question, il s'agirait de savoir quelles sont les missions qui sont confiées dans le cadre d'un engagement au sein de la réserve. Alors, il y a plusieurs missions accessibles pour être réserviste au sein de la direction du service national et de la jeunesse. Donc, vous avez des missions d'animateur encadrant pour la JDC, des missions d'administrative, de soutien et de spécialistes RH pour justement faire les recrutements de tous les réservistes que nous devons accueillir, des missions de conseiller réserve, donc pour les officiers au niveau des centres du service national et de la jeunesse, des conseillers réserves également régionaux dans les établissements du service national qui se trouvent dans les régions, là par contre, et puis des fonctions de chargé de mission pour accompagner la transformation organisationnelle de la DSNJ, pour accueillir donc cette nouvelle JDC, mais également toute l'ambition de recrutement de réservistes, et également des postes de chargé de mission pour la transformation numérique et l'accompagnement à l'intelligence artificielle.
Bon, ça nous fait un panel relativement large quand même. Ok. Alors, on va d'abord essayer de définir un peu les... Alors déjà, on va spécifier ensemble qu'effectivement, la réserve, ça n'est pas un emploi, c'est une position de réserve. Donc, il y a un certain nombre de spécificités. Vous connaissez bien, vous êtes réserviste vous-même? Tout à fait, depuis 2025. Bon, bienvenue. Merci. Moi, ce que je voudrais je pense que ce que les conjoints méconnaissent, hein, la réserve d'une manière générale, c'est quelque chose qui est souvent méconnu. Or, un des objectifs du plan famille, un plan famille qui nous rassemble aujourd'hui, eh bien, c'était de communiquer sur la réserve. Donc, formidable, l'occasion est là. Je voudrais qu'on parle un peu des modalités d'accès. Alors, les modalités d'accès à la réserve sont assez simples. Si vous avez 10 jours de disponibilité pour servir la réserve sur une année, vous pouvez postuler à des missions de réserve. Donc, alors pour les animateurs encadrants, qui est la mission sur laquelle on a le plus de besoin, c'est 10 jours minimum d'activité et 37 jours maximum. Donc, pour réaliser les animations d'accompagnateurs encadrants pour la JDC. Merci beaucoup. Alors, ce que certaines vont peut-être, certaines doivent se poser la question, très bien, mais quelle sera ma couleur d'uniforme? Couleur d'uniforme, donc ça va être l'armée de terre, l'armée de l'air et de l'espace, la marine nationale ou alors le service de santé des armées également peut recruter des réservistes, tout comme le service des énergies opérationnelles, le service des commissariats des armées et la direction du service national et de la jeunesse pour des missions. Et est-ce que ça nécessite d'être au chômage? Est-ce que si j'ai une activité professionnelle, je peux être réserviste? Et notamment, est-ce que l'accord de l'employeur est nécessaire? Alors, si vous êtes déjà en activité, oui, vous pouvez être réserviste. Vous avez, et ça dépend des signatures de contrat de vos établissements. Donc, les PME, les ETI ou les grandes entreprises ont des formats différents. Donc, ça peut être de 10 jours à 20 jours qui sont proposés aux salariés, donc qui conservent leur solde et qui peuvent être détachés pour faire de la réserve, donc avec une solde de réserviste. Et si en plus, ils font des JDC, donc pour être animateur encadrant, ils ont les primes encadrants. Je vous remercie. En fait, le sujet est vaste. Hein. Alors, on s'est dit avec le colonel que ça mériterait un webinaire à part, qui serait probablement le 9 juin à confirmer, et à nouveau sur Famille des Armées. Donc, je vous invite à revenir et à veiller l'information si elle vous intéresse. Ou sinon, vous avez un QR code qui apparaît à l'écran. Vous pourrez déjà trouver quelques informations utiles. Merci, colonel. Merci pour votre accueil. Merci à toutes les deux pour cette intervention. Après avoir vu les acteurs et le témoignage, intéressons-nous maintenant, très concrètement, au dispositif d'accompagnement à l'emploi. Alors, il faut savoir que Défense Mobilité s'appuie sur un réseau de partenaires qui relèvent tant du secteur privé que du secteur public pour vous accompagner, et ce, quelle que soit votre situation vis-à-vis de l'emploi. L'un des points clés, c'est l'accès à la bonne information au bon moment. Et c'est précisément ce que vous nous illustrez, Clémence et Sophie, tous deux intervenant au sein du pôle Île-de-France Mobilité. J'invite donc Sophie et Clémence à me rejoindre. Alors, merci Clémence d'être avec nous aujourd'hui. Donc, tu travailles au sein du pôle dans lequel je travaille également, donc pôle Île-de-France, Outre-mer, étrangers et l'Eure et la Seine-Maritime. Alors, première question, qui est la question que tout le monde se pose. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous expliquer ton rôle au sein de Défense Mobilité? Merci Sophie. Alors oui, je suis Clémence Deréal, j'assiste la référente plan famille au niveau régional, donc comme tu l'as dit, en Île-de-France, en Outre-mer, à l'étranger et une partie de la Normandie. Donc qu'est-ce que fait la référente régionale? Elle coordonne et elle organise toutes les actions menées pour l'accompagnement professionnel des conjoints dans la région. Et si tu devais résumer, à quoi ressemble un parcours d'accompagnement chez Défense Mobilité?
Alors, le parcours d'accompagnement, souvent, le conjoint va nous contacter via le numéro vert ou notre adresse mail que vous pourrez trouver sur le site de Défense Mobilité. Et à partir de ce moment-là, nous allons l'inviter à créer son compte sur notre portail Pégase. Via ce portail Pégase, le conjoint pourra s'inscrire à une SIO, donc une session d'information et d'orientation. Et à la suite de cette session, s'il le souhaite, s'il en ressent le besoin, il pourra solliciter un de nos conseillers de nos antennes locales pour avoir un accompagnement. Alors, tu nous as évoqué une session d'information et d'orientation. Concrètement, de quoi s'agit-il et qu'est-ce que les participants peuvent en attendre? Alors oui, cette session d'information et d'orientation, donc c'est une session qui concrètement dure à peu près 2 heures, durant laquelle nous allons donc vous informer et vous orienter. Donc premièrement, vous informer. En France, il y a une multitude de dispositifs publics qui existent et dont parfois on a connaissance, des dispositifs très connus comme France Travail, l'APEC, et d'autres beaucoup moins connus, comme Mon CEP, BPI et plein d'autres. Donc nous passons une première partie de cette session à vous présenter ces dispositifs et voilà, en détail, selon votre situation professionnelle. Ensuite, on vous oriente. Donc on va vous orienter vers les bons interlocuteurs pour votre situation professionnelle qui est particulière. Et donc on va vous donner les clés pour pouvoir contacter ces bons interlocuteurs et vous aider à l'employabilité. Alors, selon toi, quelle est la valeur ajoutée, justement, de l'accompagnement de Défense Mobilité? En quoi se différencie-t-il ou s'articule-t-il avec les autres dispositifs disponibles dont tu as parlé tout de suite? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Défense Mobilité vient en complément de tous ces dispositifs publics qui existent. Donc, on n'est pas là pour remplacer France Travail. On va venir vraiment, France Travail ou tous les autres dispositifs, on va venir vraiment en complément. On va apporter notre plus-value qui est celle de connaître avec précision les enjeux et les problématiques du conjoint de militaires, du conjoint de la communauté de défense. Parce que, en tant que conjoint, vous êtes confronté à des situations particulières, vous faites face à des mutations, souvent à répétition, vous faites face à la mobilité géographique, et donc vous avez une carrière qui souvent est discontinue, vous avez des activités professionnelles qui sont interrompues. Donc, en connaissant cela, nous savons mettre en valeur votre profil et votre statut de conjoint. Nous savons traduire vos expériences en tant que conjoint de militaires en compétences qui sont recherchées par les recruteurs. Merci Clémence. Valérie, peut-être que tu pourrais nous dire un petit mot. Voilà, on a souvent des questions justement lors de ces réunions d'information sur est-ce que Défense Mobilité finance des formations, finance des prestations particulières? Alors, très juste. Je sais que c'est une question très souvent demandée et qui revient très particulièrement. Alors, avant de répondre spécifiquement à cette question, je vais d'abord présenter l'offre de services de Défense Mobilité. Il faut savoir que l'offre de services de Défense Mobilité se structure en 2 grands blocs. Le premier, c'est le service interne, l'offre de services interne et une offre de services externe. En ce qui concerne l'offre de services externe de Défense Mobilité, je ne rentrerai pas aujourd'hui dans les détails puisque ce webinaire le mettra suffisamment en avant, notamment avec la présence de France Travail, du ministère de l'Éducation nationale et de la partie relations employeurs qui sera présentée par Laura Besoin. En ce qui concerne l'offre de services interne, il correspond à ce que fait Défense Mobilité pour vous accompagner dans le cadre de votre mobilité, c'est-à-dire vous pouvez bénéficier, si vous le souhaitez, d'un accompagnement personnalisé par les conseillers de Défense Mobilité. C'est-à-dire que nos conseillers sont formés pour vous accompagner et répondre à la spécificité de votre parcours. Vous pouvez, si vous le souhaitez, bénéficier d'un accompagnement par des prestations externalisées, c'est-à-dire par le biais des marchés publics. Défense Mobilité passe un bon nombre de marchés publics avec des prestataires extérieurs pour, par exemple, les bilans de compétences, les CV, l'aide de motivation, ou vous accompagner dans votre pitch si vous avez un entretien professionnel, lorsque cela ne pourrait être assuré par nos conseillers en interne. Et la question qui vous intéresse davantage, c'est la partie financière. Alors, il faut savoir que pour assurer votre employabilité, et si nous l'estimons nécessaire, c'est-à-dire Défense Mobilité et le ministère des Armées, nous pouvons vous financer une formation. Je tiens toutefois à nuancer mon propos lorsque j'indique que nous pouvons.
C'est-à-dire qu'il faudra répondre que votre parcours professionnel soit validé en lien avec votre conseiller défense mobilité, que votre projet professionnel réponde à des besoins avec le marché de l'emploi actuel et que les critères que vous mettrez en avant répondent et ne dérogent pas à la règle du service public. C'est très important. Et il faut savoir que chaque dossier est étudié en commission d'arbitrage. Et comme j'aime à le dire, chaque cas est particulier. Il est important que vous sachiez qu'il n'est pas nécessaire de se comparer à un dossier qui pourrait vous sembler sur le papier semblable au vôtre, puisque chaque situation est particulière et chaque cas est particulier. Donc n'hésitez pas, comme l'a dit Clémence, à vous inscrire à une session d'information et d'orientation si vous en ressentez le besoin ou si vous souhaitez être accompagné par Défense Mobilité. En résumé, Défense Mobilité s'appuie à la fois sur un réseau de partenaires externes et sur un accompagnement interne structuré pour vous proposer des solutions adaptées à chaque parcours. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup Valérie et Clémence. Donc, dans le cadre d'un accompagnement Défense Mobilité, c'est toute une équipe qui est mobilisée. Le conseiller en transition professionnelle est là pour vous accompagner dans votre projet professionnel. Mais il existe également un autre agent dont le rôle est tout aussi important, qui est le chargé de prospection et de relations employeurs. Car au-delà de l'accompagnement, Défense Mobilité agit aussi directement sur le terrain de l'emploi. Donc, grâce à un maillage territorial dense, des partenariats privés et publics sont noués avec des employeurs partout en France. Alors, nous allons accueillir Laura, qui est notre coordinatrice régionale relations employeurs au sein du pôle Île-de-France Mobilité, Île-de-France Outre-mer étranger. Bonjour. Donc, comme le disait Sophie, je suis Laura Beson. Je suis coordonnatrice relations employeurs régionales pour l'Île-de-France, l'Outre-mer, l'étranger, l'Eure et la Seine-Maritime. Donc, mon rôle est de piloter l'activité de la relation employeur et je travaille avec une équipe de chargés de relations employeurs qui ont différentes missions, comme valoriser les profils en recherche d'emploi auprès des employeurs, travailler en réseau avec les employeurs du territoire. Donc, nous recueillons les offres d'emploi des secteurs publics, privés et également des offres d'emploi qui s'orientent vers de la franchise, de l'auto-entrepreneuriat, du portage salarial. Et nous travaillons également avec des partenaires qui ont signé une convention avec Défense Mobilité. Donc, nous pouvons vous orienter vers ces partenaires et faciliter la mise en relation. Nos chargés de relations employeurs effectuent également des analyses du marché de l'emploi, ce qui permet de valider, d'émettre un avis sur la faisabilité du projet professionnel choisi par le candidat dans une zone géographique ciblée. Ensuite, les chargés de relations employeurs animent des ateliers d'accompagnement. Donc, cela peut être un atelier coaching CV, LinkedIn, préparation à un entretien de recrutement, portage négociation salariale ou autre. Ensuite, les chargés de relations employeurs coachent également individuellement les candidats. Et comme ils connaissent les exigences des employeurs, ils connaissent parfaitement les attentes des employeurs, eh bien, ils donnent des conseils individualisés à un candidat sur une offre d'emploi précise. Et enfin, nous participons, donc les chargés de relations employeurs et moi-même, à des événements emploi et nous les valorisons auprès des candidats lors des sessions d'information et d'orientation. Voilà, dès que l'on peut valoriser les événements emploi pour permettre aux candidats d'y participer. Merci beaucoup Laura. Merci pour ces éclaircissements. Nous avons évoqué l'accompagnement général proposé par Défense Mobilité, mais pas encore le cas spécifique des conjoints partant ou revenant de l'outre-mer ou de l'étranger. Existe-t-il une offre dédiée et à quel moment la solliciter? Vous allez trouver toutes les informations nécessaires dans la vidéo suivante. Bonjour à toutes et à tous. Lors d'une mutation en outre-mer ou à l'étranger, le projet professionnel du conjoint peut rapidement passer au second plan.
perte d'emploi, interruption d'activité, difficulté à se projeter, méconnaissance du marché du travail local. Ces situations sont fréquentes et elles peuvent générer des doutes, parfois un sentiment d'isolement. Le service proposé par Défense Mobilité a un objectif clair, vous aider à maintenir une dynamique professionnelle avant, pendant et après votre séjour. Que vous souhaitiez continuer dans votre métier, évoluer grâce à la formation, créer votre activité ou envisager un nouveau projet professionnel, un accompagnement spécifique existe. Ce service s'adresse à tous les conjoints de militaires et de personnel civil du ministère des Armées. Quelle que soit votre situation, salarié, indépendant, en recherche d'emploi, en reconversion ou en reprise d'activité après une pause professionnelle. Il n'y a pas de condition d'âge ni de diplôme. L'accompagnement est personnalisé et peut se cumuler avec d'autres dispositifs publics. Concrètement, beaucoup de conjoints se posent les mêmes questions. Est-ce que je pourrais travailler sur place ? Mon diplôme sera-t-il reconnu localement ? Comment valoriser une expérience à l'étranger sur mon CV ? Est-ce le bon moment pour me former ? Quand dois-je préparer mon retour en métropole ? L'objectif est d'apporter des réponses claires, adaptées à votre situation personnelle et au territoire concerné. Avant votre départ, vous pouvez bénéficier d'un entretien individuel dans votre antenne locale. Cet échange permet de faire le point sur votre parcours, vos compétences et vos souhaits. Un webinaire spécifique peut également vous être proposé pour vous présenter les réalités de l'emploi sur le territoire de destination. Secteur qui recrute, niveau de langue attendu, contexte économique, opportunités locales. Pendant votre séjour, vous pouvez être accompagné à distance ou sur place selon votre localisation. Vous bénéficiez notamment d'un appui à la rédaction de CV et de lettres de motivation, d'une préparation aux entretiens, d'un accompagnement dans l'utilisation des réseaux professionnels, d'informations concrètes sur le marché de l'emploi local, d'un appui pour identifier des formations adaptées, courtes, en ligne ou certifiantes. Sur certains territoires à l'étranger, des équipes mobiles se déplacent pour proposer des ateliers collectifs, renforcer la confiance en soi, maîtriser les techniques de recherche d'emploi, optimiser son profil en ligne ou encore explorer la création d'entreprises. Ces actions permettent de rompre l'isolement et de maintenir une dynamique professionnelle, même loin de l'Hexagone. Le retour mérite également d'être anticipé. Idéalement, 6 mois avant votre retour en métropole, il est recommandé de reprendre contact. L'objectif est de valoriser votre expérience à l'étranger, préparer votre repositionnement professionnel et identifier les démarches à engager avant votre arrivée. Il est important de retenir une chose essentielle. Une mobilité géographique ne signifie pas forcément mettre sa vie professionnelle entre parenthèses. Un séjour en outre-mer ou à l'étranger peut devenir une opportunité. Développer de nouvelles compétences, apprendre une nouvelle langue, mener un projet de formation, mûrir une reconversion ou construire un projet entrepreneurial. Le plus tôt possible, dès que la mutation est connue, prenez contact avec votre antenne Défense Mobilité. Mais il n'est jamais trop tard. L'accompagnement reste possible avant le départ, pendant l'affectation et au moment du retour. Pour accéder au service, rendez-vous sur le site. Une rubrique est dédiée aux conjoints. Vous pourrez identifier votre point de contact, créer votre espace personnel et vous inscrire à une session d'information à distance ou en présentiel. Un premier échange avec un conseiller permettra d'écouter vos besoins, de définir des pistes et de vous proposer des actions concrètes adaptées à votre situation. Toutes les informations pratiques sont également disponibles sur le site de Défense Mobilité ainsi que sur celui de Famille des Armées. Votre parcours professionnel compte où que vous soyez. Des solutions existent pour vous accompagner ici et ailleurs. Alors on le voit, retrouver un emploi lorsque le militaire est muté n'est pas toujours simple et peut parfois prendre du temps. Dans ce contexte, la question de l'indemnisation chômage devient rapidement une préoccupation majeure pour les conjoints, dès l'annonce de la mobilité. Pour nous éclairer sur le sujet, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui un expert de France Travail, avec qui Défense Mobilité a signé une convention de partenariat. Merci Monsieur Malassonnet d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Donc, il est possible que l'ensemble des questions qui soient... Alors, pardon, excusez-moi, Monsieur Malassonnet, est-ce que vous pourriez, je pense que la transition s'est mal faite et on s'excuse pour ceux qui nous suivent, est-ce que vous pourriez vous présenter pour celles et ceux qui nous suivent à distance? Tout à fait. Donc, je suis Pierre Malassonnet, je suis directeur
adjoint du contrôle et de la gestion des droits et responsable de tout le secteur indemnisation à France Travail PACA. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que notre directeur régional, Pascal Blin, est le référent national défense et mobilité à France Travail. Donc, d'où le partenariat qu'on peut avoir avec vous. Et effectivement, je gère l'ensemble des questions relatives à l'indemnisation pour PACA et notamment les correspondants secteur public. Alors, je précise pour celles et ceux qui nous écoutent à distance, si vous avez des questions non individuelles mais collectives à poser à France Travail, c'est le moment. N'hésitez pas. Monsieur Malassonnet répondra aux questions que vous nous adresserez via le chat. Et lorsque ces questions nous parviendront, ils y répondront. Et si, dans le temps donné, ces questions n'auraient pu être abordées, nous vous consacrerons 10 minutes à la toute fin de ce webinaire pour les aborder ensemble. Alors, première question. Donc, mon conjoint militaire est muté en France au 1er août 2026. Je dois démissionner de mon emploi actuel. Quand dois-je faire cette démarche de démission pour pouvoir être indemnisé dès mon arrivée dans mon nouveau lieu de vie? Et quel justificatif il faudra que je produise? Alors, il est conseillé de faire la démission, effectivement, souvent le plus tard possible, à partir du moment où vous déménagez. Et cette démission sera légitimée au regard de la mutation et de votre nouvelle résidence pour suivre votre conjoint. Donc, s'il démissionne au 1er août, s'il est muté au 1er août, il est conseillé effectivement de démissionner, même s'il démissionne en juillet, il n'y a pas de souci. Voilà. On n'est pas obligé d'attendre le 1er août. Vous pouvez le faire dès lors que vous organisez votre nouvelle installation. Alors, on va procéder à la deuxième question. Et s'il y a des questions qui nous parviennent par le chat, on fera un point à l'issue. Alors, Monsieur Malassonnet, mon conjoint est militaire. Il est muté à l'étranger. Puis-je bénéficier de l'indemnisation chômage? Est-ce que je dois m'inscrire à France Travail avant de partir à l'étranger? Ou est-ce que je dois attendre mon retour? Alors, si votre conjoint est muté à l'étranger et que donc, pour le suivre, vous devez démissionner, vous pourrez bénéficier de l'indemnisation chômage s'il est muté en Europe. Et quand on parle d'Europe en matière d'assurance chômage, nous parlons de la communauté européenne, de l'espace économique européen et de la Suisse. Pour les autres pays, il n'y a pas de convention réciproque, donc ce n'est pas prévu. Et quand quelqu'un part à l'étranger où l'assurance chômage n'est pas présente, à ce moment-là, il n'y aura pas d'indemnisation en tant que telle, mais à votre retour, vous pourrez effectivement vous inscrire en légitimant votre démission, pour autant que celle-ci intervienne dans un délai de 1 an après la démission, plus 3 ans de neutralisation suite à ce départ à l'étranger. Mais au-delà, ce n'est pas possible. C'est qu'on a un maximum de 4 ans pour le retour en France, au moment où on peut s'inscrire pour être indemnisé. Et effectivement, il est conseillé de s'inscrire au retour plutôt qu'avant de partir. Très bien, merci beaucoup Malassonnet. On me fait savoir qu'il y a une question au niveau du chat. Je vais me lever et passer le micro à ma collègue. Angélique, tu peux faire le lien avec nous? Bonjour Monsieur Malassonnet, j'ai été radiée de France Travail pour un congé maternité qui prenait fin le 18 mars. Y a-t-il un programme dédié aux cadres supérieurs pour les aider dans la reprise d'emploi? Alors, il n'y a pas de programme en tant que tel dédié à des cadres supérieurs. Pour autant, chaque demandeur d'emploi bénéficie d'un conseiller référent qui doit l'accompagner au mieux et avec un certain nombre de dispositifs à l'issue de leur congé maternité ou de leur congé maladie. Juste sur la question de l'étranger, on avait aussi une autre question de la part des conjoints dans ce cas-là. C'est est-ce que les conjoints peuvent travailler à l'étranger et être indemnisés à leur retour? Alors, dans la mesure où nous n'avons pas de convention d'assurance chômage réciproque, les périodes travaillées à l'étranger ne vont pas ouvrir des droits forcément
en France, sauf si, encore une fois, c'est en Europe. Et à ce moment-là, on peut réimporter les droits pendant une durée de 3 mois si on se fait ouvrir des droits à l'étranger, sur une période de travail à l'étranger. Mais ça n'enlèvera pas l'indemnisation au retour. Ça n'enlèvera pas l'indemnisation au retour, puisque si on n'a pas de convention, généralement, on n'a pas non plus ces informations. Alors, autre question, quels sont les délais d'inscription à France Travail pour bénéficier de l'indemnisation chômage? Donc, les délais de forclusion après une démission ou après une perte de contrat, c'est 1 an. Et effectivement, ces délais sont rallongés de 3 ans en cas de suivi à l'étranger d'un conjoint, par exemple. On peut, ou d'un congé maternité, oui, il y a des délais qui peuvent être allongés, mais d'un maximum de 3 ans. Donc, ça fait 3 plus 1, ça fait 4. On m'indique qu'il y a une question, donc je fais le lien et je m'excuse par avance d'apparaître et de disparaître à chaque fois du champ caméra. Alors, dans ma région, mes aides à la reconversion professionnelle dans le développement web et plus tard la cybersécurité avec France Travail m'ont été refusées. J'ai donc investi moi-même dans la formation. Est-ce qu'il est possible de trouver une autre solution pour continuer ma formation sans interruption? C'est une excellente question. Donc, effectivement, il y a une offre d'accompagnement et France Travail achète beaucoup de formations pour les demandeurs d'emploi. Ce n'est pas forcément lié à votre situation de conjoint. Pour autant, effectivement, on est aussi à France Travail soumis à des achats et à des budgets d'achat de formation qui font qu'on a une grosse offre à France Travail en interne, soit par l'achat de formation conventionnée, où on va vous inscrire, ou soit par le biais d'actions individualisées de formation. Alors, avec vos partenaires privés actuels, est-il pertinent de préciser que nous sommes conjoints et conjointes de militaires lors de nos démarches? Alors, ce n'est pas une obligation. En revanche, je pense que ça peut effectivement souvent être aidant pour expliquer effectivement généralement les délais et les démissions et les ruptures dans une carrière avec une carrière qui est souvent morcelée du fait de cette mobilité. Merci beaucoup, Monsieur Malassonnet, pour les questions prises en direct. Alors, est-ce que vous sauriez nous dire, lors de la dernière mutation de mon conjoint, j'étais en congé parental et je le suis toujours. Je me déplace avec lui. Pourrais-je bénéficier de l'indemnisation de chômage à la fin de mon congé parental? Alors, si la personne était en congé parental, mais qu'elle était en contrat, il n'y a pas lieu de l'indemniser puisqu'elle est toujours en contrat. Elle devrait donc, elle va devoir démissionner de son contrat précédent pour cause de mutation. Et en fait, le fait qu'elle ait été en congé parental ne fera pas obstacle à son indemnisation. Elle rentrera dans le cadre d'une démission légitime et il y aura droit à l'issue de ce congé parental. Très bien, merci beaucoup. Donc là, il n'y a pas de délai en fait entre... C'est le même délai de 3 ans. Voilà, ça va être le même délai de 3 ans qui va s'appliquer, au-delà de la liquidation des droits. Si jamais elle était déjà demandeuse d'emploi, à ce moment-là, le délai va être de 3 ans plus la durée de la totalité des droits. C'est-à-dire que si quelqu'un avait la chance d'avoir 2 ans de chômage devant elle et qu'elle est rentrée en congé parental, on va aller au bout de ses droits plus ses 3 ans. Démissionner pour suivi de conjoint à la fin de son congé parental. Tout à fait. Alors, une autre question. J'ai démissionné pour suivi de conjoint lors de la mutation de ce dernier en Nouvelle-Calédonie, collectivité dans laquelle France Travail n'existe pas. Et il est aujourd'hui muté à La Réunion, donc un DROM. Pourrais-je bénéficier des indemnités chômage dans ce cas-là? Alors, dans le même cas, effectivement, sur la Nouvelle-Calédonie, c'est un régime particulier, c'est la CAFAT qui n'est pas du tout liée avec France Travail, c'est un régime propre pour lequel France Travail n'intervient pas du tout. Le fait qu'elle, aujourd'hui, aille à La Réunion, on se basera sur la même durée, c'est-à-dire 1 an plus 3 ans après sa démission. Donc, si elle a fait 3 ans en Nouvelle-Calédonie, ça peut être chaud. Mais à La Réunion, France Travail est présent. Donc, oui, si c'est 5 ans, ça sera non. Mais France Travail est présent sur tous les départements.
d'outre-mer. Il n'est pas forcément présent sur les TOM. Donc voilà, on est présent à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Réunion ou en Guyane. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Pouvons-nous bénéficier d'une indemnisation chômage lorsque nous sommes obligés de démissionner pour suivre un conjoint? Oui. Oui, cette démission, dans la mesure où c'est une démission pour suivre un conjoint, effectivement, France Travail va, lors de votre inscription, vous demander un certain nombre d'éléments, mais c'est complètement prévu, effectivement, c'est bien le but. Donc oui. Plus de questions dans le chat. On m'indique qu'il y a une autre question. Je me lève et je vous apporte le micro. Pouvons-nous aborder les délais de carence appliqués pour la perception des indemnités dans le cadre d'une démission poursuivie de conjoint? Alors, il n'y a pas de carence spécifique pour une démission. On a un délai, qui est incompressible de 7 jours francs lors de toute inscription pour tous les demandeurs d'emploi. Et ensuite, dans les délais, nous rajoutons tout ce qui relève des sommes versées, reçues au moment de la rupture de contrat, c'est-à-dire les congés payés, un certain nombre d'indemnités qui vont dépasser les indemnités supralégales, mais il n'y a pas de différé particulier suite à la démission pour suivi de conjoint. Si c'est une démission pour une autre motif, effectivement, à ce moment-là, on n'a pas forcément de droit au chômage et on peut demander à l'instance paritaire régionale de France Travail de revoir la situation au bout de 4 mois. Mais pour un suivi de conjoint, encore une fois, c'est une démission qui est légitimée. Et donc, à partir de là, on va retenir ce motif de contrat de travail comme légitime et les droits du demandeur d'emploi sont les mêmes que dans n'importe quelle autre rupture de contrat. Merci beaucoup, Monsieur Malassonnet. Dernière question. Mon conjoint est muté, mais je ne pourrai pas le rejoindre immédiatement. Si je démissionne 6 mois après sa mutation, aurais-je le droit à l'allocation de retour à l'emploi? Je vais faire simple, oui. À partir du moment où votre conjoint est muté, que vous le rejoignez le jour de sa mutation ou 6 mois après, vous rejoignez votre conjoint pour un rapprochement familial et dans ce cas, c'est légitime que ce soit 1 mois ou 6 mois après ou immédiatement. Très bien, merci beaucoup. Je rappelle pour celles et ceux qui n'auraient pas eu l'opportunité de poser leurs questions ou n'auraient pas osé, vous avez la possibilité de nous adresser votre demande via l'adresse Plan Famille qui vous est indiquée dans le chat. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas aussi à appeler le numéro vert si vous voulez avoir quelqu'un en direct. Et vous serez redirigé vers l'antenne Défense Mobilité la plus proche de chez vous ou celle qui vous conviendrait le mieux. Pardon, excusez-moi. Merci beaucoup, Monsieur Malassonnet. Juste une dernière question pour être certaine. Un conjoint qui démissionne pour suivi de conjoint, il doit s'inscrire dans le nouveau lieu d'habitation hein, et pas l'ancien. Tout à fait. Il s'inscrit là où il est de retour. C'est pour ça qu'on conseille d'ailleurs de s'inscrire au retour. Ça évite beaucoup de soucis plus tard. Merci. Alors, si France Travail joue un rôle central dans la partie indemnitaire d'allocation chômage, Défense Mobilité bénéficie d'autres partenaires institutionnels, dont le ministère de l'Éducation nationale. Il existe d'ailleurs une convention établie entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Armées qui tend à faciliter les mutations des personnels de l'Éducation nationale, conjoints de personnel du ministère des Armées. Nous allons commencer avec vous, Florence. Bonjour. Bonjour, pardon, excusez-moi. Je vais vous laisser vous présenter. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de vous? Bonjour, je suis Florence Decky-Carpati et je suis la chef de la section relations employeurs au sein du bureau reconversion de Défense Mobilité. Et je suis en charge de la convention, la mise en œuvre de la convention avec l'Éducation nationale. Très bien, Florence. On me fait savoir qu'on ne vous entend pas très bien. Est-ce qu'il vous serait possible de rapprocher le micro? Oui, alors très bien. Je me répète. Vous pouvez vous répéter, avec plaisir. Donc, je suis Florence Decky-Carpati, chef de la section relations employeurs au sein du bureau reconversion de Défense Mobilité. C'est parfait. Alors, j'ai une première question pour vous, Florence. Qu'est-ce que la convention d'appui à la mobilité? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, la convention d'appui à la mobilité concerne le ministère des Armées et le ministère de l'Éducation nationale pour appuyer la mobilité des conjointes fonctionnaires de l'État qui seraient fonctionnaires, enseignantes ou
d'un corps administratif du ministère de l'Éducation nationale et en même temps conjointe de militaires. Très bien, c'est parfait. Est-ce que vous pourriez nous dire qui est-ce qui pourrait solliciter ce dispositif? Alors, toutes les personnes fonctionnaires de l'État titulaires. Très bien, titulaire. Voilà, titulaire, c'est important. Et si je suis contractuelle? Alors, ce n'est pas la direction, en tout cas ma section, qui va pouvoir vous aider, mais peut-être plutôt l'une des antennes de défense mobilité. D'accord, c'est très juste. Donc, je pourrais potentiellement Oui, tout à fait. être appuyé dans le cadre de ma dans le cadre de mutation. votre mobilité, même si vous êtes fonctionnaire public territorial ou hospitalière. D'accord. Et si je relève d'un autre ministère? Alors c'est le cas aussi, vous pouvez être appuyé au niveau de la direction, mais ce ne sera pas dans le cadre d'une convention, parce que nous avons une convention uniquement avec le ministère de l'Éducation nationale. Très bien. Ouais. J'ai une troisième question pour vous, Florence. Oui. Quels sont les dispositifs mis en œuvre par Défense Mobilité? Alors, dispositif par rapport à cette l'appui. convention? Oui. Alors, notre action au niveau de la direction va principalement se marquer par des appuis directement vers les académies dans le cadre des mobilités des conjointes, lorsque nous sommes sollicités, bien sûr. Ça, c'est important, on va peut-être y revenir plus tard. Dans le cadre des autres conjointes dont nous parlions, qui sont conjointes fonctionnaires territoriales ou hospitalières ou contractuelles, celles-ci peuvent contacter les antennes de défense mobilité ou le numéro vert pour justement bénéficier d'aide, peut-être en retour à l'emploi, ou également d'une mobilité. Très bien. Voilà. Et est-ce que vous pourriez nous en dire davantage, mais surtout à ceux qui nous regardent à distance, quelles sont les démarches à effectuer avant et démarches à effectuer tout court, pardon, et auprès de qui, pardon? Alors, si je reviens dans le cadre de notre convention avec l'Éducation nationale, la première des choses, c'est de s'inscrire dans la campagne annuelle de mobilité au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Nous ne pouvons pas appuyer la mobilité d'un conjoint qui est du ministère de l'Éducation nationale si, par ailleurs, elle n'a pas effectué les démarches de demande de mobilité. Donc, c'est à la suite de ça que nous pouvons appuyer ces demandes de mobilité. Très bien. Voilà. Est-ce que dans le chat, il y aurait des questions sur cette première partie de questions? Parfait. Alors, comme vous l'aurez compris, cette convention permet de faciliter les démarches, même si les décisions finales restent du ressort du ministère de l'Éducation nationale, votre employeur. À ce titre, le ministère de l'Éducation nationale nous fait l'honneur de sa présence par le biais de son sous-directeur des ressources humaines. Tu veux revenir? Monsieur Vial, même exercice que Florence, est-ce que vous pourriez vous présenter? Bonjour, oui, merci. Merci déjà pour votre invitation. Alors, pour le coup, je parle peut-être un peu fort dans le micro. Donc, effectivement, je suis sous-directeur du pilotage des ressources humaines au ministère de l'Éducation nationale. Alors, cette sous-direction, finalement, elle couvre, si vous voulez, le champ assez large de l'allocation des moyens. Donc, comment, effectivement, aujourd'hui, on distribue la ressource enseignante sur l'ensemble du territoire, dans le premier et dans le second degré. Et nous avons aussi un volet mobilité qui est très important. Donc, c'est le sujet du jour. Comment, effectivement, on accompagne les enseignants par le biais de grandes campagnes nationales, comment on accompagne les enseignants dans leur démarche de mouvement, à la fois dans le premier et dans le second degré. Très bien. Même exercice que pour Florence, nous allons vous soumettre des questions qui nous reviennent le plus régulièrement. Alors, une convention entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Armées a été signée. Quel est l'impact sur la demande de mobilité d'un conjoint? Alors, l'impact, il est fort. Il n'est pas absolu non plus, mais il est quand même très fort par rapport à d'autres situations, puisque, comme votre collègue vous le rappelait tout à l'heure, il faut, en tant que conjoint, enfin, en tant qu'enseignant tout court, participer dans tous les cas au mouvement des enseignants qui s'ouvre toujours au mois de novembre, que ce soit encore une fois dans le premier ou dans le second degré. Il faut vraiment faire une démarche d'inscription dans le mouvement pour pouvoir prendre des fonctions éventuellement à la rentrée scolaire suivante, en septembre de l'année d'après. Donc ça, c'est effectivement essentiel. Mais comme vous le savez peut-être aussi, le mouvement, il est barémé. Pour les personnels enseignants, c'est un mouvement barémé avec des points. Donc, vous avez, en gros, dans le second degré, un enseignant sur deux qui va pouvoir obtenir sa satisfaction mouvement, d'autres qui n'auront pas cette possibilité, et c'est là qu'intervient la convention, d'où l'impact, puisque en lien avec le ministère des Armées, l'Éducation nationale va regarder de manière attentive les situations qui lui sont présentées.
Alors, merci beaucoup. Est-ce que on a une question qui revient souvent, c'est est-ce que les conjoints bénéficient de privilèges, entre guillemets, par le biais de cette convention, du fait de leur statut de conjoint? Alors, le terme privilège est peut-être effectivement un peu fort. En tout cas, il y a une attention particulière, et c'est dans ce sens où effectivement les conjointes et conjoints concernés sont effectivement quelque part privilégiés par rapport à d'autres enseignants. Il peut arriver qu'au cas par cas, quand bien même il n'y ait pas de convention, évidemment, le ministère regarde des situations sociales très complexes en dehors du mouvement. Mais là, pour le coup, comme on le disait tout à l'heure, effectivement, avec les armées, on a vraiment un texte qui nous lie et qui, entre nos services, permet aux conjoints concernés de voir leur situation examinée. Alors, on y viendra peut-être après, mais dans une situation un peu différente selon qu'on est enseignant du second ou du premier degré. Donc, ce n'est pas un privilège en tant que tel, mais évidemment, c'est une intention particulière qui est portée par le ministère. Merci beaucoup, Monsieur Vial. On me fait savoir qu'il y a 2 questions dans le chat. Angélique? Quid des mutations pour l'étranger, profs et personnel marine, armée de l'air et de l'espace, par exemple? Là, donc, je comprends que le sujet, c'est comment un conjoint enseignant peut être accompagné, hein, c'est ça, dans le cadre d'une mutation, enfin dans le cadre d'un déplacement, d'une mutation d'un militaire à l'étranger. Effectivement, c'est aussi des situations que l'on regarde, sachant qu'au sein de la Direction générale des ressources humaines du ministère, vous avez un département qui est dédié au parcours des enseignants qui font un parcours plus ou moins long à l'étranger. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'effectivement, on pourra regarder ces situations. Quid des personnels administratifs de l'éducation nationale? Alors, ils sont, entre guillemets, soumis au même sort enviable effectivement que les enseignants, puisqu'on parle beaucoup des enseignants, puisqu'évidemment, c'est environ 1 million d'agents. Donc, les personnels administratifs du ministère sont effectivement en volume un peu plus restreint, mais pour autant, on a la même attention. D'autres services que celui que je peux représenter aujourd'hui sont en charge de ces situations, mais je vous confirme que le ministère veille à examiner l'ensemble des situations, sauf ce qu'on disait tout à l'heure pour les situations dites de stagiaires, parce que pendant la période de stage, effectivement, il y a une période en cours probatoire et de formation qui ne permettrait pas effectivement ce type d'accompagnement. Pour la mobilité des professeurs des écoles qui n'ont pas obtenu gain de cause au premier mouvement, comment est géré le mouvement complémentaire? Alors effectivement, pour faire peut-être le focus effectivement sur les professeurs des écoles, donc enseignants du premier degré, ils participent comme dans le second degré à une campagne qu'on appelle le mouvement interdépartemental. Donc je peux changer d'interdépartement à un autre. Et si je n'ai pas effectivement obtenu satisfaction, je peux m'inscrire dans ce qu'on appelle un mouvement complémentaire. Donc il n'est plus barémé, mais il va bien sûr dépendre des capacités d'accueil des départements concernés et, point de départ un peu essentiel, de l'accord du DAZEN, du département d'origine, du responsable département d'origine sur le départ. Donc on a bien effectivement un mouvement dit complémentaire qui représente presque une mobilité sur 4 pour les enseignants du premier degré, dans lequel on peut accompagner du coup évidemment les conjoints des militaires dans le cadre de ce mouvement complémentaire. Je peux me permettre de rajouter, effectivement, au niveau de défense mobilité, nous intervenons également en appui lorsque ce premier mouvement ne donne pas satisfaction. Et dans le cas du mouvement complémentaire, nous faisons aussi des appuis. Voilà. Et à chaque cas de recours aussi. Voilà. Je me permets aussi de préciser que cette convention est une convention dite de facilitation et que la décision finale appartient à votre employeur, donc le ministère de l'Éducation nationale. C'était important de le mentionner. Alors, pour ceux qui relèvent du second degré, est-ce qu'il y a des spécificités à connaître pour le second degré et pour le premier degré et notamment, on voulait parler de, on va dire le sigle en entier, des directions des services départementaux de l'éducation nationale. Merci. Les deux, en fait, là où c'est commun, c'est effectivement sont 2 campagnes nationales. Donc, il y a bien un pilotage ministériel à la fois de la campagne du premier et du second degré. Après, la spécificité, elle va être sur l'autorité qui va prendre la décision de la mutation. Donc, dans le second degré, ça reste une compétence du ministre. Donc, le changement d'une académie à l'autre, c'est notre service ou service du ministre qui produit cette décision. Quant au premier degré, à la fin, quand bien même il y a un pilotage national, donc décisions qui ont été faites
avec des outils nationaux, ce sont bien les directeurs des services départementaux qui sont en compétence. Dans le jargon, on dit qu'ils prennent un EXEA pour permettre à un professeur des écoles, une professeure des écoles de sortir de son département et de prendre de l'autre côté un INEA pour faire venir accueillir un professeur des écoles dans un autre département. Merci beaucoup. Pour compléter sur les spécificités dans le cadre de la convention qui nous lie, dans le cadre du second degré, les conjointes peuvent demander une affectation à titre provisoire, c'est-à-dire pour 1 an, que nous pouvons renouveler, et ce qui n'est pas le cas pour le premier degré, pour les spécificités qui peuvent exister. Merci beaucoup à tous les deux. On me fait savoir qu'il y a une question dans le chat. Cette convention fonctionne-t-elle pour les titulaires du privé ? Alors, je ne représente pas l'enseignement privé, mais je vous confirme effectivement qu'il n'y a pas de disposition effectivement pour les enseignants qui sont sur un statut particulier dans l'enseignement privé. De nouveau, donc pour les conjoints de l'enseignement privé, je parlais tout à l'heure des différents appuis, donc direction et antenne, elles pourront être suivies en antenne, défense mobilité. Voilà. Si vous avez des questions complémentaires à ce qui viendrait d'être dit ou que vous n'auriez pas eu l'opportunité de les poser, n'hésitez pas à aller directement sur le site de Défense Mobilité pour vous rapprocher de l'antenne la plus proche de chez vous ou de nous écrire sur l'adresse dédiée, l'adresse plan famille qui vous est régulièrement communiquée dans le chat. Monsieur Vial, j'ai encore une question pour vous qui pourra être étayée par Florence et appuyée par Florence. Pour le second degré, la matière enseignée détermine-t-elle la mobilité ? Il n'y a pas une réponse nette en la matière parce que ça va dépendre en fait du flux et des besoins des territoires. Donc il y a des années où vous aurez un peu plus besoin dans telle ou telle discipline sur tel ou tel territoire, puis d'autres années ça bougera. Donc je pense que c'est moins ce qu'il faut regarder que plutôt d'avoir un peu de la visibilité sur les taux de pression qui existent aujourd'hui sur certaines académies, certains départements. Et donc, vous avez pour ça un comparateur de mobilité qui existe sur le site du ministère qui permet de connaître les barèmes nécessaires pour passer d'une académie à l'autre. Voilà. Mais après, la discipline n'est pas en soi absolument un frein. Alors, une autre question, lorsqu'un conjoint qui relève de l'éducation nationale est en dispo pour suivi de conjoint, qui est un cas récurrent, est-ce que quand il arrive dans une académie, il pourrait prétendre à un poste de TZR en CDD ou au profit d'une autre académie? Concrètement, c'est une situation qui revient régulièrement. Oui, qu'on connaît bien puisqu'elle nous remonte à la fois par des enseignants, leurs élus. Non, aujourd'hui, les dispositions réglementaires ne nous permettent pas, en tant que même employeur, d'accueillir sur contrat quelqu'un qui est déjà titulaire de la même administration. Donc, le juge administratif a souvent annulé ce type de décision. Peut-être à terme, les choses évolueront, mais en tout cas, à ce stade, on ne peut pas se permettre effectivement ce dispositif qui, je sais, est assez attendu. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Est-ce qu'il y aurait des questions dans le chat? Pas de questions. Je vous propose de clore cette session. Merci à tous les deux. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un dispositif qui peut réellement changer un parcours professionnel, la validation des acquis de l'expérience, la VAE. Quand on est conjoint de militaire, les affectations successives, les déménagements, les périodes d'emploi discontinues ou les engagements bénévoles font partie du quotidien. On développe des compétences, on assume des responsabilités, on s'adapte en permanence. Mais ces compétences ne sont toujours pas reconnues par un diplôme ou un titre officiel. La VAE permet justement de faire reconnaître officiellement ces compétences. C'est un droit individuel. Elle permet d'obtenir un diplôme, un titre professionnel ou un certificat de qualification professionnelle sans repasser par une formation classique. Ces certifications sont reconnues par l'État et par les employeurs car elles sont inscrites au répertoire national des certifications professionnelles, le RNCP. Concrètement, la VAE répond à un besoin très simple, faire reconnaître ce que vous savez déjà faire. Elle est particulièrement utile si vous souhaitez sécuriser votre parcours professionnel,
valoriser des expériences parfois fragmentées, évoluer dans votre métier, préparer une reconversion ou tout simplement gagner en légitimité sur le marché du travail. La VAE s'adresse à toutes les personnes sans condition d'âge, de statut ou de niveau d'études. Il suffit d'avoir une expérience significative en lien avec la certification visée. Cette expérience peut être salariée, indépendante, bénévole ou associative. Elle peut avoir été exercée de manière continue ou discontinue. Pour les conjoints de militaires, cela signifie que même des parcours atypiques, marqués par des mobilités fréquentes, peuvent être pleinement valorisés. Les questions ou les inquiétudes sont souvent les mêmes. Est-ce que mon expérience correspond vraiment à un diplôme? Est-ce que j'aurai le temps de mener cette démarche dans ma vie familiale? Par où commencer? C'est précisément là que Défense Mobilité intervient. Dans chaque antenne répartie sur le territoire, un référent VAE formé vous accompagne. Son rôle est de vous aider à identifier la certification la plus adaptée à votre parcours, puis de vous guider pas à pas dans la démarche. Vous bénéficiez d'un accompagnement méthodologique personnalisé, une aide à l'analyse de votre expérience, un soutien dans la constitution de votre dossier, une préparation à l'entretien avec le jury. Et surtout, cet accompagnement s'adapte à vos disponibilités. La VAE est une démarche personnelle, chacun avance à son rythme. Les rendez-vous sont organisés en fonction de vos contraintes familiales et professionnelles. Concrètement, Défense Mobilité propose un accompagnement sur les certifications du ministère des Armées. Pour les autres diplômes d'autres ministères comme ceux de l'Éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, un réseau de partenaires prend le relais afin de tenir compte de vos spécificités. La démarche peut être engagée à tout moment de la vie, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Cependant, elle est particulièrement pertinente lors d'une mutation, dans une période de transition professionnelle, avant une recherche d'emploi ou lorsque vous souhaitez faire évoluer votre carrière. Pour démarrer, c'est simple. Contactez l'antenne Défense Mobilité la plus proche de votre domicile. Après un premier échange, vous serez invité à participer à une réunion sur la VAE. Vous pourrez y poser toutes vos questions et découvrir les étapes de l'accompagnement. Le conseil et l'orientation, l'analyse de recevabilité de votre dossier, l'accompagnement à la rédaction et la préparation au jury. Le message essentiel à retenir est celui-ci. En France, et particulièrement au sein du ministère des Armées, il existe un dispositif qui valorise l'ensemble des compétences acquises en situation professionnelle ou personnelle. Vous n'êtes pas obligé de retourner sur les bancs de l'école pour obtenir une certification reconnue. Une expérience significative, même acquise de manière discontinue, peut suffire à obtenir une certification professionnelle. Votre parcours a de la valeur. La VAE permet de le faire reconnaître officiellement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Défense Mobilité et n'hésitez pas à prendre contact avec l'antenne la plus proche de chez vous. Votre expérience compte, faites-la reconnaître. Merci à Rachel pour la captation de la vidéo. Je vais maintenant laisser la parole à Sophie et à Catherine Loichaud concernant la création d'entreprise. Parce que la création d'entreprise représente également une alternative aux contraintes liées à votre mutation. Catherine, Sophie, c'est à vous. Alors, merci Catherine. Alors déjà, première chose, je vais te demander de te présenter. Avec plaisir. Donc, je m'appelle Catherine Loichaud, je suis conseillère en transition professionnelle cadre au sein de l'antenne Défense Mobilité de Paris-Ballard. Pardon. Je suis pas très habituée à cet exercice. J'accompagne, je suis chargée d'accompagner les officiers et les conjoints allant vers la transition professionnelle qui relève soit du salariat vers le secteur privé, soit
d'un emploi dans la fonction publique, voire de la création ou reprise d'entreprise. Merci Catherine. Alors, je vais te poser quelques questions. Je vais faire attention. Alors, quels profils peuvent bénéficier de cet accompagnement? Demandeurs d'emploi, fonctionnaires, secteur privé, tout le monde peut en bénéficier? Alors, oui, les conjoints des militaires en activité, ou 3 ans après RDC, les conjoints des gendarmes, des pompiers BSPP, brigade sapeurs-pompiers de Paris, et marins-pompiers de Marseille, mais aussi les conjoints civils de la Défense. Alors, quel type d'accompagnement est proposé pour un conjoint qui souhaiterait créer ou reprendre une entreprise? Alors, Défense Mobilité vous propose un panel d'outils qui va vous permettre de présenter un business plan excellent. Mais en plus, nous avons un dossier de présentation qui va être le fil rouge de votre projet de création d'entreprise. En réalité, il aborde plusieurs thématiques. Votre présentation, la présentation de votre projet, l'étude de marché, le financement, le statut juridique, les moyens de production, le plan d'action commerciale, les plannings et les prévisionnels. Bien sûr, ce dossier, vous allez compléter petit à petit, il va s'étoffer au fur et à mesure de votre création d'entreprise. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va vous permettre de visualiser tout le process et de ne rien omettre. Merci Catherine. C'est l'importance de se faire accompagner sur ce genre de projet parce qu'il y a pas mal d'étapes à... Oui, c'est très important parce qu'une création d'entreprise, il faut avoir une idée en phase avec soi. Il faut vraiment la réfléchir. Il faut faire une étude pour répondre aux besoins du marché. Il faut faire pas mal de choses. Donc, c'est un accompagnement qui peut aller entre 6 et 24 mois selon votre tempo. Et est-ce que cet accompagnement est possible en Outre-mer et à l'étranger? Alors, oui, en Outre-mer, il y a des antennes qui sont présentes. Donc, les équipes vous accompagnent selon votre besoin et le territoire. Et à l'étranger, en visio, en distanciel, vous serez accompagné sans problème puisque nous, Défense Mobilité, est vraiment présent partout et doit être présent partout pour pouvoir vous accompagner. Merci Catherine. Est-ce qu'il y a une question dans le chat? Alors, une question. Quand on est en disponibilité pour suivi de conjoint, peut-on créer ou reprendre une entreprise? Alors, comme je vous l'avais dit, la disponibilité, si vous êtes conjointe, il n'y a aucun problème. La disponibilité, c'est un temps qui va vous permettre de pouvoir faire autre chose. Donc, pourquoi pas la création d'entreprise pour suivi conjoint? Et en plus, la création d'entreprise, elle se réfléchit tout au long. Donc, c'est-à-dire que c'est entre 6 et 24 mois. Et si vous avez d'idées, le projet, vous avez fait une étude de marché selon votre besoin, oui, bien sûr. Et après, eh bien, je vous souhaite le meilleur. Merci. En tant qu'auto-entrepreneur, est-ce que mon entreprise peut continuer son activité d'un département outre-mer comme la Guyane vers un territoire outre-mer comme Tahiti? Là, je vais avoir du mal à vous répondre parce que ça va dépendre du projet. Je ne peux pas vous répondre spécifiquement parce que si vous avez un projet qui va être plus dans le département d'outre-mer, qui va s'adresser, mais si vous avez un projet général, je vais prendre du conseil en entreprise. Oui, vous pouvez le faire. Tout dépend de votre projet. C'est important de savoir se situer, se recentrer et dire quel est mon projet? Qu'est-ce que je vais pouvoir proposer? Quelle est ma clientèle? Vers quel âge elle a? C'est ce que je vais avoir des enfants, des adultes? Il y a plein de choses à se poser comme question. Alors, dans l'absolu, je ne vois pas d'inconvénient. En revanche, ça dépend du projet. Je ne peux pas vous répondre aussi spécifiquement parce que ça fait partie aussi de notre accompagnement, justement, et que cette question est très intéressante, c'est d'en connaître les limites aussi. Et si vous, oui. Juste j'ajoute, si vous allez en Polynésie, il faudra vous rapprocher de l'antenne de Polynésie qui connaît bien le territoire et les règles spécifiques du territoire. Savoir que les départements ne fonctionnent pas de la même manière que les territoires d'outre-mer. Oui, parce que la Polynésie, entre autres, ça s'appelle une patente, donc c'est tout à fait particulier. Alors Catherine, c'est pour ça. Je ne sais pas rentrer trop dans le détail pour ça. Alors Catherine, vous avez accompagné pas mal de candidats dans leur création d'entreprise. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de projets? Alors, je vais vous donner un exemple qui, pour moi, était emblématique. Elle s'appelle Laura. Parce que je n'irai pas plus loin et je ne vous donnerai pas non plus la marque. Mais elle s'appelle Laura et c'était hyper intéressant. Pendant 20 ans,
Elle a aidé sa famille, ses amis à choisir le bon vêtement. Très vite, elle s'est aperçue que ça faisait partie de son quotidien et que le quotidien prenait de plus en plus de place dans cet hobby. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de prendre une formation de modélisme qui lui a permis de pouvoir faire des patrons. Et ensuite, elle a fait une formation de moulage qui lui a permis de créer le vêtement sur le mannequin. Son entreprise, qu'est-ce que c'était? C'était de vendre, de créer du prêt-à-porter féminin. Mais c'est pas que ça, parce qu'elle était très originale, puisqu'elle avait essayé de répondre aux besoins du marché. C'est-à-dire que son originalité, c'était, je vais prendre du surcyclage. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que le surcyclage? Vous voyez comme quoi c'est très important la création d'entreprise, parce que c'est un échange perpétuel entre la personne et le conseiller. Donc, j'ai fini ce surcyclage. Elle a décidé d'utiliser des vêtements existants, c'est-à-dire soit donnés, soit jetés, mais aussi de s'appuyer sur des tissus dits stagnants. C'est-à-dire qu'elle a fait appel aux grandes maisons de couture et autres. Et c'est un projet qui est génial. Donc, je tenais à vous partager parce que dire que nous accompagnons, oui, nous accompagnons beaucoup de projets, mais je voulais vraiment m'arrêter sur ce cas-là, qui est très emblématique de la créativité, de la volonté et l'adaptabilité qu'ont les conjoints. Merci beaucoup, Catherine. Je vous remercie. Alors, juste une dernière petite question avant de terminer. Quels sont les conseils et points de vigilance que vous pourriez nous apporter pour oui. Projet de création d'entreprise? Ah oui, ça c'est important. Le premier conseil que je vous donnerais, c'est d'être en phase avec soi. Ça, c'est important. C'est de trouver un projet qui est vraiment en phase avec soi. Mais surtout, d'avoir l'appui de sa famille. Un projet, ce n'est pas qu'une personne. C'est, je fais un projet professionnel avec une famille, avec un projet de vie. Donc ça, c'est un point très important. Le deuxième point que je vous dirais, c'est d'avoir une situation familiale et financière stable, avec, j'aurais tendance à dire, avec un reste à vivre suffisant. Et enfin, au préalable, de faire une étude du besoin du marché pour répondre à votre projet. Merci Catherine. De rien. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat sur la création d'entreprise? Non. Super. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci Sophie. Je t'en prie, Sophie. Merci à toutes les deux pour ce temps consacré à la création d'entreprise. Comme je le disais avant le préambule sur la validation des acquis de l'expérience, nous devions accueillir le SRHC, le service des ressources humaines civiles du ministère. Malheureusement, la personne qui devait être parmi nous ne sera pas présente. Si vous avez des questions en lien avec le dispositif de double mutation, je vous propose de nous écrire directement à l'adresse Plan Famille et de nous faire parvenir vos questions et nous les retransmettrons au service des ressources humaines du ministère. Avant de clore cette session, je vais demander à nos experts, je vais demander à Sophie, à Clémence éventuellement, à Monsieur Malassonnet, à Madame Loichaud, de nous rejoindre pour faire une première slave de questions-réponses sur ce qui vous a été présenté jusqu'à présent. Et on me fait savoir que le SRHC vient de nous rejoindre. Donc, après cette partie questions-réponses, nous aurons le plaisir d'accueillir Madame Sarla avec nous. Est-ce que dans le chat, il y aurait des questions auxquelles pourraient répondre nos experts? Très bien. Est-ce que tu pourrais prendre ton micro, Angélique, pour que les gens à distance puissent t'entendre? Alors, on a quelques questions générales sur Défense Mobilité. Peut-on cumuler une formation Défense Mobilité et France Travail? Alors, oui, c'est possible. Ça sera dans un dialogue entre France Travail et Défense Mobilité. C'est à étudier. De toute façon, tous les projets sont à étudier individuellement entre le candidat et son conseiller Défense Mobilité. Merci. Jusqu'à quel montant financez-vous une formation? Alors, je ne vais pas vous donner de montant, en fait, parce que ça dépendra de votre projet professionnel. On ne part pas du montant d'une formation, on voit en fonction, alors, évidemment, on a des montants maximum, mais on voit cela en fonction de votre projet professionnel. Donc, ça sera à étudier avec votre conseiller.
Je vais étayer et préciser le propos de Sophie. Merci beaucoup pour la partie formation, financement de formation portée par Défense Mobilité. Comme je l'ai indiqué en milieu de ce webinaire, lorsque vous faites une demande de financement de formation, veillez bien à ce que votre projet professionnel soit validé par votre conseiller Défense Mobilité, dont l'antenne à laquelle vous êtes rattaché. Veillez aussi à ce que votre projet professionnel corresponde à la recherche et au bassin d'emploi sur lequel vous dépendez. Parce que ce sont des critères auxquels nous ne pourrons pas déroger et ce sont des critères sur lesquels notre attention est particulièrement intéressée. Voilà ce que je pouvais dire. Merci. Du coup, on nous demande s'il faut avoir une promesse d'embauche pour bénéficier d'une formation. Même question que la précédente. À qui s'adresse-t-elle spécifiquement? Eh bien, Défense Mobilité, mais France Travail peut répondre aussi. Monsieur Malassenet, si vous avez une réponse à apporter à la question. Alors, j'ai pas de réponse toute faite à répondre à cela. C'est effectivement chaque cas qui est individualisé. Après, c'est jamais une nécessité absolue. On a un certain nombre de formations à France Travail qui sont prévues dans le cadre d'adaptation au poste de travail du salarié, mais pour autant, les formations ne sont pas du tout dépendantes d'une promesse ou pas d'embauche. Merci beaucoup pour cette première slave de questions. Je vous propose, Monsieur Malassenet, Madame Loichaud et Sophie, de rejoindre la partie écoute et j'aurai le plaisir d'accueillir Madame Salin pour la partie dispositif d'appui à la double mutation. Alors, comme je le disais, après l'intervention de Monsieur Vial, sous-directeur de la partie ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale, il faut savoir que la logique d'appui existe aussi au sein du ministère des Armées. Elle est encore trop peu connu aujourd'hui. Ce dispositif permet d'accompagner les couples lorsque les deux conjoints relèvent du ministère des Armées, que vous soyez en couple avec un personnel militaire ou que vous soyez en couple avec un personnel civil de la Défense. Et c'est ce que nous expliquera Madame Salin. Madame Salin, même exercice que les collaborateurs et les collègues ici présents. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour qu'on puisse mieux vous situer au sein du ministère ? Eh bien, merci. Bonjour à tous et surtout merci à Défense Mobilité de nous avoir encore une fois invités à ce webinaire pour préparer au mieux la rentrée professionnelle des conjoints. Alors, en deux mots, le service des ressources humaines civiles au sein du ministère des Armées, donc c'est l'ADRH du personnel civil, donc 25% de la population du ministère des Armées. Et dans ce cadre, je suis donc chargée des dispositifs de carrière et surtout de gestion des transformations et des mobilités au sein du bureau parcours accompagnement des mobilités du service des ressources humaines civiles. Et je vais vous présenter le dispositif de double mutation. Exactement, et ça fait partie de la question que j'allais expressément vous poser. Est-ce que vous pourriez nous le présenter ? Alors, ce dispositif, comme il se nomme de manière très raccourcie, a pour objectif premier d'accompagner au mieux les agents civils de la Défense, donc qui sont en poste au ministère des Armées, dans leur souhait, je souligne ce mot, dans leur souhait de double mutation dans le cadre des PAM des militaires. Il repose sur trois piliers majeurs, à savoir une connaissance anticipée des situations des civils de la Défense. Deuxièmement, sur une responsabilisation des employeurs, les employeurs donc des agents civils de la Défense au sein du ministère. Et en troisième point, une coordination qui appartient au service des ressources humaines civiles, coordination de l'ensemble du dispositif. Merci beaucoup pour cette réponse ultra complète. On passe à la seconde question. À quel public ce dispositif est-il destiné ? Alors, ce dispositif, il est destiné prioritairement aux fonctionnaires titulaires, également aux ouvriers de l'État et aux agents sous contrat à durée indéterminée qui sont en poste, donc civils de la Défense, au ministère des Armées. Merci beaucoup. Autre question. Quel est le périmètre d'application de ce dispositif ? Concerne-t-il la fonction publique, le secteur privé ou les deux ? Alors, le dispositif, je vais d'abord vous parler du périmètre géographique. Alors, c'est un dispositif qu'on a mis en place en octobre 2024 et qui s'intègre pleinement dans
dans la démarche fidélisation 360 et le périmètre géographique de dispositif, il est sur les mutations en métropole. Donc l'objectif, c'est vraiment d'accompagner les doubles mutations en métropole. Ça, c'est le premier en termes de périmètre d'application. En termes de périmètre fonctionnel et sur les emplois, on est dans la démarche de fidélisation. Donc l'objectif, c'est de retrouver d'assurer l'employabilité du conjoint civil de la défense au sein du ministère des Armées. Donc, on est dans la fonction publique d'État. Et c'est là aussi où on a une complémentarité à jouer avec Défense Mobilité, puisque Défense Mobilité, vous regardez, j'allais dire, le dehors et vous accompagnez les conjoints civils de la défense, soit dans le secteur privé, soit dans les autres versants de la fonction publique. Tout à fait, et c'est très important de le préciser. Merci à vous de l'avoir fait. J'ai une autre question. Les conjoints de la communauté de défense mutés en Outre-mer et à l'étranger peuvent-ils bénéficier de ce dispositif d'appui à la mobilité? Alors, je vais certainement en décevoir quelques-uns, mais non, ce dispositif, comme je disais précédemment, est un dispositif qui accompagne les civils de la défense dans leur mutation en métropole. Donc, tout ce qui va dans l'accompagnement au niveau outre-mer ou étranger ne relève pas de ce dispositif. Vous avez un dispositif spécifique qui est porté par également le service des ressources humaines civiles et spécifiquement le centre ministériel de gestion de Saint-Germain-en-Laye, avec un PAM, ce qu'on appelle un PAM Outre-mer, et qui est en dehors de ce dispositif. Merci beaucoup pour cette réponse, Madame Salin. Alors, on me fait savoir, avant d'aborder la prochaine question qui s'affiche chez vous, mesdames et messieurs, qu'il y a une question via le chat. Angélique. Oui, tout à fait. Donc, je suis conjoint de militaire et fonctionnaire au ministère des Armées. Comment puis-je être accompagnée pour ma mobilité? Alors concrètement, comment vous allez être accompagné à partir du moment où vous vous faites savoir, soit au niveau de votre gestionnaire d'armée, donc ça passe par le militaire, soit directement par votre employeur civil. Vous allez renseigner un formulaire. Le formulaire, il est disponible sur l'Intradef. Il va arriver chez nous au service des ressources humaines civiles. Et là, nous allons directement contacter de manière simultanée votre employeur qui a la responsabilité de vous trouver un poste sur sa chaîne d'emploi. Je souligne bien ce point. Nous allons également informer simultanément le centre ministériel de gestion qui doit prendre acte de votre mobilité, de votre affectation. Et encore, nous allons signaler votre souhait de mobilité aux conseillers mobilité carrière qui sont là pour accompagner individuellement les conjoints dans leur souhait de double mutation. On a une autre question. Je ne suis pas fonctionnaire, seulement contractuel. Je souhaiterais travailler au sein du ministère des Armées dans le domaine de l'administration. Cela peut-il être un atout d'être appuyé par DefMob au vu de mon statut de conjointe de militaire et ancienne militaire? Est-ce qu'on pourrait reformuler la question? Pardon, excusez-moi. Ça marche, oui. En gros, est-ce un atout d'être ancien militaire ou conjointe de militaire pour postuler au sein du ministère des Armées dans le domaine de l'administration? Cette dame n'est pas fonctionnaire, elle est seulement contractuelle. Est-ce que c'est un atout? D'être femme de militaire? Tout à fait, puisqu'elle a déjà les valeurs, je suppose, de la partie militaire que recherche le ministère des Armées. Et le fait de ne pas être fonctionnaire n'est en aucun cas un problème. Et je pense que Madame Salin pourra même venir étayer mon propos. Oui, je vais le compléter. Effectivement, il y a une priorité, c'est inscrit dans le Code général de la fonction publique, il y a une priorité d'affectation concernant les conjoints. Donc, à partir du moment où il s'agit d'un agent sous contrat à durée déterminée en dehors du ministère, mais qui souhaite accompagner son conjoint militaire, il y aura véritablement un regard qui sera porté lors du recrutement, du processus de recrutement, pour essayer de prioriser, j'allais dire, cette candidature. Angélique, y a-t-il d'autres questions au niveau du chat?
Une dernière question. Je suis fonctionnaire de la fonction publique territoriale et conjointe de militaires. Comment dois-je faire pour être accompagnée dans ma mutation? Alors, le dispositif que je viens de vous présenter concerne les civils de la défense qui sont au sein du ministère des Armées. À partir du moment où vous êtes fonctionnaire de la fonction publique territoriale, ce dispositif ne va pas directement vous concerner. Cependant, vous pouvez, j'allais dire, d'ores et déjà, et c'est l'esprit aussi des PAM militaires, c'est de signaler votre situation dès le départ au militaire, au gestionnaire d'armée qui pourra le signaler soit à SRH, soit à Défense Mobilité. Très juste. Et d'ailleurs, j'étais le propos de Madame Salin. Il faut savoir que juste avant, avec Monsieur Vial et Madame Carpati, il vous a été présenté la convention d'appui à la mobilité établie avec le ministère de l'Éducation nationale. Et cette convention qui est faite et est établie vous permet pour les fonctionnaires territoriaux de bénéficier de l'appui à la mobilité. Donc la question qui est actuellement posée ne rentre pas dans le cadre de la double mutation, puisque la double mutation s'adresse au personnel, au conjoint de personnel du ministère des Armées, alors que la question qui nous est posée répondrait davantage, irait davantage avec la convention établie entre le ministère de l'Éducation nationale et étendue aux autres fonctions publiques, hospitalières ou territoriales. En espérant avoir répondu à la question posée. Madame Salin, je vous remercie. Je crois qu'on a même oublié une petite question avec le HRO, mais ce n'est pas très grave puisque vous avez pu répondre à d'autres questions. Je vous remercie pour le temps accordé. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.